Là, naturellement, ce fameux statut d'opérateur économique agréé, il y en a, me disait-on, à peu près 1100 en France aujourd'hui. C'est en progression constante et Jean-Michel Tillier, pour ne pas le citer, disait que cette progression était plus rapide en France que, par exemple, le pays de référence dans ce domaine en Allemagne. Il est vrai que l'Allemagne est à plus de 6 000 de mémoire, et donc la comparaison est difficile, mais la progression est plus rapide désormais chez nous. Ça veut dire que vous avez su convaincre que ce statut était important, mais là aussi c'est un statut qui suppose une harmonisation au niveau européen, parce qu'on n'est pas le seul pays à le pratiquer, mais on n'a pas forcément les mêmes spécifications. Alors, si, en l'occurrence, le statut d'opérateur économique agréé, vraiment un statut conforté et consacré par le nouveau code des douanes de l'Union. C'est d'ailleurs un statut qui va vraiment donner un label indispensable à l'activité import-export de nos entreprises, puisque ce statut sera indispensable, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir bénéficier de la plupart des statuts, des mesures de simplification douanière dans les opérations. Voilà. Il est conforté, je le disais, y compris dans la mesure où le Code des douanes de l'Union a rajouté un critère qui n'existait pas précédemment, qui est celui de la compétence professionnelle à l'intérieur de l'entreprise en matière douanière. Quelque chose de tout à fait important et indispensable. Et c'est un domaine dans lequel, je rejoins votre question, il faudra qu'au niveau communautaire, avec nos partenaires, nous arrivions à définir, qualifier un peu un cahier des charges permettant l'attribution de ce critère ou pas au moment de l'audit d'examen d'une entreprise qui est un opérateur qui va bénéficier de ce label. Il faut que nous ayons des critères d'attribution et de reconnaissance de cette compétence professionnelle qui soient aussi harmonisés que possible. C'est un sujet parmi d'autres qui s'ajoute. Alors quels sont les avantages pour les entreprises OEA prévus dans le CDU qui n'étaient pas prévus auparavant ou qui étaient embryonnaires? Alors, dans les avantages, je crois que c'est surtout, enfin, je ne sais pas si c'est des avantages qui n'existaient pas auparavant, puisque la procédure de centralisation du dédouanement n'était pas aussi consacrée qu'elle l'est aujourd'hui dans le nouveau code. Donc, de toute façon, pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de centralisation du dédouanement dans des opérations qui concernent au moins ce pays, il faudra avoir ce statut de loi. Ce ne sera pas indispensable pour procéder à des opérations de centralisation d'un seul pays, mais pour des échanges entre deux pays, ce sera nécessaire. Et ensuite, pour pouvoir bénéficier de la plupart des régimes économiques et de simplification de régimes économiques qui existent dans le code de douane, il sera nécessaire d'avoir ce label. Au-delà, ce label également est de plus en plus, au-delà d'échelle européenne, il sera de plus en plus mobilisé et utile en termes de reconnaissance mutuelle vis-à-vis de tiers. Est-ce que c'est plus clair? Parce que je crois que c'est M. Davisan et M. Léo d'ailleurs qui m'avait dit on est un peu dans le flou avec l'OEA, les avantages que procure l'OEA. Oui, on est dans le flou. Alors ça va mieux maintenant. Longtemps été dans le flou sur les avantages de l'OEA que l'on voit apparaître depuis maintenant quelques mois de façon un peu plus concrète. C'est vrai que dans le CDU, l'OEA C, simplification douanière, apparaît à plusieurs reprises, et même je dirais à de nombreuses reprises. Il apparaît sur la possibilité de mettre en place des garanties réduites. Il apparaît aussi, bien évidemment, comme l'a rappelé Mme Croix-Vieille, sur la centralisation du développement, mais au-delà aussi sur deux autres possibilités qui sont l'inscription dans la comptabilité et qui sont l'auto-évaluation, ce qu'on appelle en anglais le self-assessment. Et je crois que là aussi, il faudra que l'administration française essaie, pour les entreprises qui le souhaiteront naturellement, d'accompagner ces entreprises vers cette inscription dans la comptabilité, vers le self-assessment. Parce que je pense que là aussi, ce sera sans doute ce que d'autres États essaieront de promouvoir chez eux. Voilà sur les avantages de Oui, M. Davisan. J'avais une petite remarque à faire par rapport à l'obtention de ce statut OEA. Il reste néanmoins assez lourd pour une petite entreprise pour citer des exemples qui sont à l'intérieur de mon groupe, un grand groupe est constitué de petites structures qui peuvent
effectivement avoir des procédures simplifiées. Certaines jettent l'éponge lorsque le bureau de douane vient avec 900 questions pour faire l'évaluation et pour dire voilà, maintenant ce serait bien que vous passiez à un stade supérieur et de faire cet exercice. Deuxième point, au niveau de ce que évoquait Mme Proviel, au niveau des compétences et de la reconnaissance des compétences à l'intérieur de l'entreprise, il faut faire attention de ne pas mettre la barre trop haute, non aussi dans les entreprises, au niveau des entreprises qui veulent faire leur propre douane. On comprend que cette barre ou cette définition doit être importante concernant les professionnels du développement. Maintenant, lorsque une entreprise va se mettre... Votre voisin est d'accord. Lorsque l'entreprise va se mettre dans la démarche d'être OEA, si on lui dit qu'il faut avoir tel diplôme, il faut que le responsable ait tel diplôme ou tel diplôme, on risque d'avoir un retour en arrière en disant, eh bien, finalement, et ça fera de l'affaire de TLF et de ses adhérents, c'est de dire, ben, finalement, c'est très complexe et je vais le passer vers des gens qui savent. On aime bien la complexité. Donc voilà, le message que au niveau des chargeurs, nous voulons faire passer, c'est attention dans cette démarche qui est avec la FNOR en ce moment pour la définition des compétences, de ne pas mettre la barre trop haute de façon à ce que les entreprises ou certaines entreprises soient complètement larguées, entre guillemets, pour pouvoir continuer à faire leur vie. Ça vise principalement les PME pour rejoindre la question de M. Ozélo ou c'est globalement M. Dabuzan? Ça vise, ce que vous dites, c'est pour les PME en particulier ou effectivement, c'est pour les PME, mais aussi pour les groupes. Je peux vous assurer que dans les groupes français actuellement, peu de gens détiennent un diplôme universitaire leur permettant de dire je connais la douane et je sais faire de la douane. Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas. Donc à partir de là, tout est à créer, mais il faut le faire à des niveaux qui convient bien et qui à des niveaux qui correspondront à chacune des situations dans les entreprises. Je reviens sur le professionnel de développement qui lui a une responsabilité importante comme l'entreprise, et l'entreprise n'étant pas professionnelle, elle fait sa douane pour elle-même. Il faudra regarder si 3 ans, 4 ans d'expérience c'est suffisant pour arriver à faire une certification des acquis et une reconnaissance des acquis pour pouvoir dire, ben voilà, dans mon entreprise, j'ai madame Intel qui depuis 3 ans fait ce travail, elle a fait des formations chez le système de la VA, voilà. Et donc, voilà, mais ne pas aller vers systématiquement un diplôme qui serait peut-être difficile. D'accord. Je vais essayer de challenger un tout petit peu Bernard Dabuzan, puis de le rassurer. D'abord sur le standard de compétences, il est prévu pour les professionnels. Alors c'est surtout pour eux que nous travaillons ce sujet. Pourquoi? On va y voir dans un instant. Voilà, parce que nous voulons que, effectivement, à partir du moment où nous sommes un professionnel, nous avons un certain niveau, nous voulons pouvoir aller chercher les talents dans les autres différents et nous ne voulons pas qu'on puisse rejeter notre politique. C'est ça un peu le sujet. On va y revenir. Deuxième chose, pour challenger le Bernard, c'est rappeler quand même qu'aujourd'hui, si on a 1100 entreprises qui sont OEA, très longtemps, nous avons été, nous les commissionnaires, en tête. Nous avons pendant très longtemps été les seuls à aller vers la certification OEA. On n'en a pas eu peur. Et on en a d'autant moins peur qu'aujourd'hui, on vient de lancer un programme qui s'appelle OEA pour le transporteur routier. Parce qu'on estime que c'est la chaîne complète qui doit être certifiée. Et que si on ne le fait pas, eh bien, il y aura un trou et il y aura donc des possibilités de fraude, des possibilités d'évasion. Mais ça, le dernier point que vous avez évoqué, c'est votre problème à vous. Non, c'est le problème de la chaîne. Et la chaîne logistique, c'est d'abord le problème du chargeur. Et on ne peut pas défausser sur le chargeur en disant bah, il faut que mon chargeur soit au OEA et moi je ne le suis pas. Ça, je pense que cette situation-là n'est pas tout à fait normale. D'accord. Alors là, sur la complexité par rapport à la dimension PSE. Alors peut-être oui, justement, déjà pour je sais pas si rassurer, mais enfin en tout cas préciser que même si toutes les règles d'aujourd'hui ne sont pas encore
et encore une fois, elles seront écrites au niveau communautaire, pas au niveau national. Ce ne sera pas qu'une affaire de diplôme, d'autant plus que, comme vous l'avez fort bien dit, finalement, en matière de venir, les diplômes sont assez rares. Mais en revanche, plutôt dans une démarche un peu d'audit, de contrôle interne, s'assurer que les process, un certain nombre de compétences, la reconnaissance de certaines professionnalisations sont bien présentes dans l'organisation des entreprises, et pas seulement des logisticiens, mais aussi des entreprises. Alors, la complexité du fameux questionnaire d'auto-évaluation préalable à la démarche d'audit qui permet d'obtenir le label OEA, effectivement, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Je crois que la loi française fait tout ce qu'elle peut pour essayer là aussi d'emporter une simplification de ce fameux questionnaire, qui aussi il est de niveau communautaire, donc nous essayons évidemment de le simplifier. Il l'a déjà été, nous allons poursuivre nos efforts. Et nous sommes notamment par rapport au tissu des PME, les PMI, ETI, qui sont un peu engagés à l'international, nous avons aussi développé une démarche de proximité, d'accompagnement, de conseil à travers les cellules conseil aux entreprises au niveau régional dans les services douaniers. Une démarche qui va se simplifier dans les prochaines années. Là aussi, c'est une de nos orientations stratégiques très fortes, de manière à aider ces entreprises à passer le cap. Parfois, c'est un peu psychologique. Dans certains cas, il ne suffit pas grand-chose pour donner le bon conseil ou le bon correspondant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, ce d'autant plus, tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup développé, mais par rapport aux avantages attendus par les entreprises, les opérateurs qui sont labellisés OEA, il y a certes des avantages douaniers, mais il y a aussi, et ça c'est le témoignage vraiment de ceux qui, partie des 1100 que vous évoquiez tout à l'heure, qui ont aujourd'hui le label OEA, quasiment tous nous disent que l'essentiel des avantages qu'ils en tirent ne sont pas forcément des avantages douaniers ou des allégements de contrôle. C'est en fait surtout la clarification des processus internes à l'entreprise, la réappropriation par l'entreprise d'une partie de sa chaîne logistique, le regroupage d'un certain nombre de fonctions qui sont par trop éclatées, de la mutualisation, de véritable chaîne de meilleure maîtrise du contrôle interne en entreprise qui permet de sécuriser les flux commerciaux, le juridique, d'optimiser aussi d'un point de vue douanier évidemment, parce que quand on peut le faire, il faut le faire, les droits de douane en fonction des imports et des exports qui sont dans la chaîne de production. Donc c'est ça l'avantage principal que tirent aujourd'hui les entreprises et les opérateurs qui ont ça certainement permis de mettre en exergue la fonction douane de l'entreprise. Ça c'est tout à fait bien. On en arrive à un autre avantage prévu par la PDUC, c'est avantage, je ne sais pas, autre disposition en tout cas, c'est la représentation en douane, puisque désormais, à partir de la mise en œuvre du CDU en tout cas, un représentant en douane, ayant un statut OA, pourra représenter partout sur le territoire de l'Union européenne. C'est bien cela. C'est cela, c'est-à-dire pour dire autrement, le code CDU a mis fin au monopole de la représentation directe par les seuls commissionnaires en douane, et il reconnaît aux opérateurs OEA la possibilité de faire de la représentation dans n'importe quel pays de l'État membre. Donc cela signifiera aussi évidemment que nous nous assurions auprès de ces opérateurs qui voudraient remplir cette fonction, parce que je suis aux opérateurs, qu'ils ont les bonnes compétences, les bonnes capacités à faire. C'est là où il faudra qu'on édicte un certain nombre de règles et de critères à remplir. Avant de voir les critères, effectivement, parce que c'est une démarche qui est en cours actuellement, des conversations au sein de l'AFNOR, ce nouveau statut ou cette nouvelle dimension du représentant en douane, ça vous apporte, c'est positif pour vous? le champ d'action devient plus large. Oui, mais enfin les autres peuvent venir ici aussi. Absolument. N'oublions pas. Donc la compétition va être intéressante. Ouais. Vous mettrez sur quoi pour être leader? La qualité de nos déclarants de douane, la précision de nos déclarations, la qualité des relations que nous avons avec l'administration. Je constate en particulier dans ces discussions sur les actes délégués et les actes d'exécution, nous sommes l'un des rares pays où nous avons un échange, pas simplement nos professionnels, mais aussi différentes fédérations, avec notre administration, ce qui est un cas un peu particulier et qui est tout à l'honneur de la bonne française. Quand vous parlez de qualité, c'est sur quel type de prestations, enfin de prestations globales naturellement, mais sur quel point particulier? Le gouvernement, c'est quelque chose de précis. Il y a, je rappelle, il y a quand même 3 grands points
moi je constate que chaque jour c'est un peu plus compliqué parce que le monde il évolue, les produits circulent partout. La notion d'origine, par exemple, là, c'est pas simplifié, c'est largement complexifié au cours des dernières années. C'est pas facile. Donc, être très précis, je pense qu'on a appris à l'être. On va payer déjà pour ça. Mais c'est peut-être l'un des points sur lesquels on pourra appliquer quelque chose. Dans l'ouverture de la concurrence qui s'annonce, donc, est-ce que vous avez fait un benchmarking pour savoir, par rapport aux autres pays qui sont comparables à la France, évidemment, quels étaient vos principaux adversaires ou concurrents en tout cas? Il y en a deux ou trois que je peux citer tout de suite. L'Allemagne. Vous avez bien compris. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Très bien. Un triomphe. Bien, alors, donc vous parlez tout à l'heure de normalisation, enfin, je n'aime pas le terme, excusez-moi, mais en tout cas d'un profil, de garantir en quelque sorte un profil, et avant de garantir, il faut le définir. Qu'est-ce qu'on met là-dedans dans cette norme européenne qui doit permettre que votre profession soit uniforme, si j'ose dire? C'est un vaste débat, nous n'en sommes qu'au début. La première réunion aura lieu, la réunion de lancement, kick-off meeting, aura lieu le 23 avril. Donc on n'en est pas encore au stade de pouvoir répondre complètement à cette question. Qu'est-ce qu'on mettra dedans? On mettra forcément des connaissances de la scène nationale. La première connaissance, ce sera de savoir ce que c'est les algorithmes, de savoir bien les comprendre, les appliquer. Puis ensuite, on aura les connaissances européennes de géographie, les connaissances en matière de droit douanier. C'est vrai qu'on est assez pauvre en France sur l'enseignement du droit douanier. C'est clair. Alors il y a une exception, c'est le code des douanes de douane. Et moi je demande depuis plusieurs années qu'on l'ouvre. Parce que pour l'instant, elle ne concerne que les futurs douaniers. Elle nous concerne, je dirais malheureusement. Alors, il y aurait bien qu'on puisse aller se frictionner un peu avec nos amis douaniers sur un terrain qui est celui de l'apprentissage, de la connaissance, de la loi, du droit douanier, ça serait intéressant. Réponse de la douane. Je crois que on l'a bien dit, le travail est en cours, nous en sommes complètement au départ. Ça aussi, c'est un des domaines en termes de formation, définition du grille de compétences à l'échelle européenne en matière douanière. Il y a tout un travail qui a été fait récemment, c'est l'année 2013 par la Commission, qui définit donc un certain nombre de critères, de grilles de compétences. Alors après, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit quel type de GPEC, gestion prévisible des emplois, des types de compétences peut-on faire à l'échelle européenne, avec des administrations douanières qui sont relativement éclatées, avec des statuts et des périmètres de compétences là aussi assez différents d'un pays à l'autre. Toujours des types, néanmoins c'est un travail qui permet d'avancer et de définir un certain nombre d'éléments. Et je crois que ce qui est important, c'est vraiment ce travail à deux niveaux que nous avons engagé avec, ça ressemble quand même, en tout cas des équipes de la direction générale des douanes aujourd'hui. Du côté, je pense, de certains représentants des entreprises et des fédérations, ça doit être aussi extrêmement prenant. C'est vraiment une marche forcée qui est engagée pour travailler à la fois au niveau national, avoir le niveau de concertation au niveau national, c'est-à-dire des réunions préparatoires au niveau national entre la douane française et les représentants des entreprises. Puis ensuite, nous montons à Bruxelles, où il y a ce même round qui ensuite est opéré dans les différents groupes de travail dans la Commission et les États membres. Ensuite, il y a la consultation également qui se fait au niveau communautaire avec les représentants des entreprises et des fédérations, et puis ça redescend, et tout ceci sur chacun des points ou chacun des types d'actes délégués ou d'actes d'exécution, des allers-retours qui se font. Donc, voilà, je crois que c'est un travail un processus qui est en cours. Voilà. Actuellement, quels sont les points de blocage, ou en tout cas de difficultés particulières, vous ne les avez pas encore identifiés? Non, on n'en est pas encore avoir des points de blocage. Enfin, à ma connaissance, D'accord, alors on arrive au point, à moins que M. Desbuisson sur ce point, vous ajouter quelque chose. J'avais juste à abonder dans le sens où l'exercice qui nous est proposé de l'examen de ces modifications du Code des douanes de l'Union est un examen particulièrement difficile, dans les conditions dans lesquelles on nous demande de le faire, dans les outils qu'on nous donne pour le faire,
et avec une absence d'information nécessaire pour comprendre. Lorsqu'on nous dit souvent annexe et qu'on n'a pas d'annexe, on est un petit peu embêté pour pouvoir juger de la pertinence des écrits qui sont là. C'est un exercice que nous avons fait avec la Direction générale des douanes et avec les associations, avec les fédérations. C'est vraiment un temps monumental passé dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui est une langue en anglais, mais c'est un anglais bruxellois, et donc c'est assez difficile à extraire ce qui veut être dit dans ces documents. Comme je le soulignais Jean-François, on a vraiment un travail de qualité avec l'administration française sur ce sujet-là, et on espère fort que ça portera ses fruits. Bien, en arrivant au point de conclusion,